Bonjour et bienvenue tout le monde dans ce webinaire. Webinaire Comment aider à remplir la déclaration d'impôt en ligne en 2025. On organise ce webinaire en partenariat avec le SPF Finance qui fait ça avec la SBL 8 Tecker déjà depuis quelques années. On est très heureux de pouvoir réitérer l'expérience cette année. On pense que c'est un sujet très important, toujours d'actualité. Euh, en fin de printemps, hein, de remplir la déclaration d'impôt en ligne. Le webinaire s'adresse principalement aux aidants numériques qui vont très vraisemblablement devoir aider des personnes éloignées du numérique, qui se posent des questions, qui ont des problèmes peut-être pour se connecter, qui ne savent pas si ces personnes doivent valider leur déclaration en ligne ou pas, confirmer quelque chose, aider ces aidants numériques à comprendre tout ce que concerne la déclaration d'impôt et quelles sont les nouveautés, les petits points d'attention cette année en 2025. Euh, donc aujourd'hui, le gros du morceau, hein, la présentation principale sera faite par le SPF Finance et je tiens vraiment à les remercier pour leur participation, leur intervention. C'est depuis quelques années quelque chose qui suscite beaucoup d'intérêt, qui profite à beaucoup de monde et j'espère que de cette manière, on peut aider les personnes à être plus sereines par rapport à la déclaration des d'impôts. Je vais vous présenter aussi à la fin du webinaire, avec le temps qui nous restera, quelques modules qui existent sur la plateforme d'accompagnement 1, 2, 3 Digit. C'est une plateforme gratuite à destination des aidants numériques et aussi à destination des publics éloignés du numérique. Et il y aura évidemment aussi un petit moment d'échange où vous pourrez poser vos questions. Je rappelle aussi que les questions, vous pouvez déjà les poser dans le chat. Et au fil de la présentation, on fera de notre mieux pour y répondre du mieux qu'on peut. Voilà. Pendant la présentation, gardez aussi toujours votre micro éteint. Il n'y a qu'à la toute fin qu'on pourra avoir ce moment d'échange. Pourquoi parler de la déclaration d'impôt? Tout simplement parce qu'il y a différents niveaux de fracture numérique ou de vulnérabilité numérique. Il y a un problème d'accès. Est-ce que j'ai un ordinateur, un smartphone, une tablette, une connexion Internet à la maison pour faire quoi que ce soit euh, en ligne, que ce soit la déclaration d'impôt, mais que ce soit trouver un emploi, faire mes devoirs, envoyer un mail. Donc, il y a un problème d'accès. Une question de compétences. Est-ce que je dispose des compétences nécessaires pour pouvoir me connecter via le portail CSAM, Sésame, via It's Me, la carte d'identité électronique? Est-ce que j'ai ces compétences euh, pour envoyer un mail, consulter mon inbox? Et alors, il y a l'utilisation des services essentiels, que ce soit me connecter via It's Me, que ce soit consulter ma boîte mail, e-box ou autre chose. Et aujourd'hui, c'est justement sur ces, ces services essentiels, hein, l'usage d'un service essentiel qui est en Taxon Web et MyMinFin pour la déclaration d'impôt qu'on se concentre. Et ce sera le SPF Finance qui va nous aiguiller, nous guider dans les, voilà, les méandres de la déclaration d'impôt. On a organisé les années précédentes, en 2023-2024, déjà ce genre de webinaire. On a remis ici pour vous, pour que vous puissiez reconsulter les nouveautés liées aux déclarations d'impôt en 2023, en 2024. Donc, si vous avez s'il y a un doute par rapport à ça, vous pouvez facilement retomber dessus. Il y a aussi un webinaire Comment aider à remplir la déclaration d'impôt en ligne. C'est un webinaire très générique qui reprend les différents cadres et qui prend aussi un petit peu toutes les postures d'aidant qu'on peut adopter avec des publics plus ou moins éloignés du numérique.
Voilà pour l'introduction. Je vais laisser la parole à Aurore et Dominique, les deux intervenantes d'aujourd'hui pour ce webinaire. Aurore et Dominique, un grand merci pour votre participation et voilà, la parole est à vous. Merci beaucoup, Thomas. Alors, donc aujourd'hui, nous allons vous parler de la déclaration 2025. Donc, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui exactement? Toutes les petites nouveautés qui sont apparues dans cette nouvelle déclaration. Après, on passera sur tous les points d'attention euh, concernant la déclaration et la proposition de déclaration simplifiée. Donc, tout ce à quoi il faut vraiment faire attention, parce que c'est souvent là qu'il y a des petites erreurs éventuellement. Ensuite, on aura une partie plutôt pratique, donc les délais, ce genre d'informations-là. Aussi, une petite partie sur si vous avez besoin d'aide, où vous pouvez trouver cette aide et quelques informations. Voilà, Dominique, je te rends. Et merci Aurore, merci Thomas. Donc commençons par présenter quelques nouveautés. À partir de l'exercice 2025, année 2024, revenu 2024, je précise bien, l'indemnité de vélo perçue pour les déplacements du domicile au lieu de travail est reprise au code 254 de la fiche de rémunération. Il en est de même pour l'avantage vélo qui est mis à disposition par l'employeur. Ces montants sont repris pour leur totalité en code 254 de la déclaration 1254 ou 2254. Ils sont exonérés si uniquement le forfait légal des frais professionnels est appliqué, avec une limite pour l'exonération de l'indemnité vélo de 35 cents du kilomètre et un maximum de 3 500 €. Voilà, première information, première nouveauté d'intégration de cette indemnité vélo dans la déclaration ou la fiche. Deuxième point d'attention, le flexi-job, une notion qu'on connaît déjà, mais qui s'étend à de nouveaux secteurs. Je rappelle deux conditions essentielles. C'est un contrat cadre préalable et deuxième condition, au niveau de l'employeur, prélèvement de cotisations sociales patronales spéciales de 28%. À ces conditions, donc, nous avons une exonération de 12 000 €. Mais où est la nouveauté? Pour le contribuable non pensionné qui doit reprendre cette information dans cette déclaration, il ne doit plus lui-même appliquer la limite de ces 12 000 €. C'est le programme de calcul qui va le faire. Et donc, le total de ces fiches va être repris au code 262 et l'exonération correcte sera calculée et appliquée automatiquement par le programme de calcul. Le surplus, s'il dépasse ces 12 000 €, sera imposé en tant que rémunération. Donc, facilitation par le programme calcul. C'est la même logique pour les allocations pompiers volontaires. Lorsqu'on perçoit une indemnité, une allocation pour ce volontariat, je bénéficie d'une exonération limitée à 7 310 €. De nouveau, si j'ai plusieurs fiches, je ne me tracasse pas. Je reprends la totalité des fiches en code 391 et c'est le programme de calcul, de nouveau, qui fait le travail, qui fait la limite pour exonérer le bon montant. Le reste est recalculé, est repris dans la notion de rémunération imposable. Autre point d'attention, les heures supplémentaires volontaires. Donc, on reprend de nouveau cette matière qu'on a déjà vue dans les années antérieures parce qu'on relance à nouveau, c'est le cas de le dire, donc ce sont des moteurs pour relancer l'économie. Pour les heures supplémentaires volontaires, au-delà du contingent de 100 €, il y a une exonération totale à la fois des cotisations sociales et au niveau des impôts. Et donc, cette mesure de relance, elle est reconduite pour une période qui couvre l'année 2024. Point différent qu'on confond parfois, ce sont les heures supplémentaires qui donnent droit à un sursalaire. Donc, on parle là d'une autre notion au niveau fiscal. Ce sursalaire donne droit à une réduction d'impôt qui est calculée à partir du tarif horaire. Tarif horaire, pourquoi? C'est pour ça qu'on reprend
dans la déclaration la base de calcul en 233-234 en fonction du taux. Et donc, pourquoi on en parle aujourd'hui? Parce qu'il y a une nouvelle limite, une limite de 280 heures qui est ajoutée pour un secteur spécifique, secteur des travaux routiers et ferroviaires, de nuit, week-end et jours fériés. Voilà. L'autre point qui est aussi une matière qu'on connaît déjà, le bonus à l'emploi, qui permet effectivement d'obtenir de nouveau un avantage fiscal. On vient ici, dans cette nouveauté, rajouter un nouveau taux, le taux de 52,54%, en plus d'un taux qu'on connaissait déjà de 33,14%. Ce taux sert à calculer à partir du bonus à l'emploi social, qui est en fait lié à une réduction de loi sociale au niveau de ce revenu. On calcule un bonus à l'emploi fiscal. Et donc, ce nouveau taux ne vaut que pour les salaires très bas par rapport au taux précédent pour les taux un peu plus élevés. On est donc passé avec un maximum accordé pour ce bonus à l'emploi, crédit d'impôt bonus à l'emploi, à un maximum de 710 € au lieu de 570 pour les années antérieures. Encore un petit rappel ici, plutôt par rapport au montant des limites des ressources nettes pour personnes à charge. Il faut rappeler que déjà l'exercice 2024, on en avait parlé, mais c'est une mesure temporaire qui vaut pour 2 ans, donc 2024, et l'exercice 2025 encore une fois. Attention, c'est une augmentation donc temporaire qui ne vaut que pour ce dernier exercice 2025. Pour les autres personnes, rien ne change. Donc c'est une augmentation, vous le voyez sur le tableau, qui ne vise que les enfants à charge. Voilà, donc on est au niveau des points de nouveauté. Je repasse la parole à Aurore pour les points d'attention pour la déclaration de la PDS. Voilà, je reprends le contrôle du coup. Hop, mais ça m'a remis la mauvaise dia. Souci, je repars sur la bonne. Ok, donc au bout du compte, quels sont les points sur lesquels vous devez faire attention plus particulièrement lors du remplissage de la déclaration ou lors de la vérification d'une proposition de déclaration simplifiée? Pour faire plus simple, je dirais PDS dans les prochains slides. Mais tout d'abord, il faut contrôler pour voir si le numéro de compte bancaire et le numéro de téléphone de la personne que vous aidez est bien correct. Si ce n'est pas le cas, au niveau du numéro de compte, vous pouvez faire la modification en ligne directement via MyMinFin, via le formulaire de contact qui se trouve sur notre site web ou par courrier. En ce qui concerne le numéro de téléphone, vous pouvez également l'adapter, mais là uniquement via MyMinFin. Quand on continue dans la déclaration, on arrive au cadre 2 et tout ce qui est charge de famille. Mais qu'est-ce qu'on entend par charge de famille? Tout d'abord, les enfants à charge. Donc, les enfants à charge, c'est qui? Ce sont tous les descendants. Donc, les enfants, petits-enfants, les enfants qu'on accueillerait chez nous en tant que famille d'accueil. En fait, le fait de reprendre des enfants à sa charge donne droit à une majoration de la quotité exemptée d'impôt. Mais évidemment, il faut respecter certaines conditions, telles que l'enfant doit évidemment faire partie du ménage au 1er janvier de l'exercice. Donc, pour cette année, il doit faire partie du ménage au 1er janvier 2025. Et il y a également des conditions au niveau des ressources nettes, donc des ressources que l'enfant perçoit. Alors, pour calculer ces fameuses ressources, on vous a mis un lien vers une application qui s'appelle Motive, mais vous allez avoir un onglet qui s'appelle Calcul des réductions fiscales. En fait, c'est via ce module que vous pouvez faire le calcul des ressources nettes. Comme ça, vous savez si l'enfant respecte bien cette condition. Et alors, au niveau des différentes des montants des ressources nettes, c'est notamment ce que Dominique vous a montré tout à l'heure. Et vous pouvez toujours avoir plus d'infos en allant directement sur notre site web. Alors, on a toujours aussi quelques petites questions par rapport aux enfants à charge. Qu'est-ce qu'on fait en cas de coparentalité fiscale? Donc, c'est-à-dire quand l'enfant est logé à part égale chez les deux parents.
Mais dans certains cas, il y a une répartition de l'avantage fiscal qui se fait à certaines conditions. Pour trouver les conditions, je vous envoie de nouveau vers notre site web pour savoir vraiment dans quel cas on peut le faire. Et alors, si jamais la personne est dans ce cas-là, elle va devoir remplir le code 1034 si l'enfant est à sa charge, mais qu'elle donne la moitié de l'avantage fiscal à l'autre parent. Et si c'est justement l'autre cas, que c'est l'autre parent qui reçoit la moitié de l'avantage, il remplira le code 1036. Alors, un autre cas, qu'est-ce qu'on fait si on n'est pas marié, on n'est pas cohabitants légaux, mais on a malgré tout un enfant en commun? Mais il faut savoir que l'enfant ne peut être à charge que d'une seule personne. Donc, il faudra que les deux parents choisissent qui reprend l'enfant à sa charge et c'est généralement plus favorable chez le partenaire qui a les revenus les plus élevés. Alors, dans les personnes à charge, il y a également les autres personnes à charge. Alors, c'est qui ces autres personnes à charge? Ce sont tous les ascendants, donc les parents, les grands-parents, ça peut être les frères, les sœurs, les personnes chez qui la personne, enfin le contribuable, avait été elle-même reprise à charge étant enfant, mais en tout cas, on ne retrouve jamais dans ces autres personnes à charge le partenaire. OK? Donc, n'essayez pas d'aller mettre le partenaire dans les codes pour les personnes à charge. Ça ne fonctionne pas. Il va de nouveau falloir respecter des conditions. Ce sont plus ou moins les mêmes que celles qu'on a vues tout à l'heure. Donc, faire partie du ménage au 1er janvier 2025 et respecter un certain montant maximum de ressources nettes. De nouveau, on vous a mis le lien vers le module de calcul pour pouvoir aller faire ces fameux, le calcul du montant. Alors, petite astuce, il faut savoir qu'un revenu exonéré d'impôts tel que le FlexiJob, dont Dominique vient de parler, ou les indemnités de pompiers volontaires, malgré que ces revenus sont exonérés d'impôts, ils vont rentrer malgré tout dans le calcul des ressources. Donc ça, il faudra faire attention si jamais vous avez le cas. Alors, si on continue à dérouler la déclaration, on arrive au niveau des revenus immobiliers. Alors, on sait déjà que la maison dans laquelle la personne habite, donc son habitation propre, on ne doit pas la reprendre dans la déclaration. Par contre, si la personne a un autre bien immobilier que son habitation propre, là, il faut que ça apparaisse dans la déclaration. Logiquement, c'est déjà dedans, ne vous tracassez pas. Donc, il faut juste contrôler si les données sont bien correctes. Si jamais la personne n'avait pas été propriétaire pendant l'année complète, donc pendant toute l'année 2024, elle n'a pas été propriétaire de la maison, mais il faudra indiquer le revenu cadastral par rapport à la période de propriété de la personne que vous aidez. Alors, si vous devez adapter les données, on a une aide en ligne dans TaxonWeb pour pouvoir justement faire ce fameux calcul par rapport à la période de propriété. Or, toujours dans les biens immobiliers, quelque chose qu'il va falloir déclarer également, ce sont les biens immobiliers qui se situent à l'étranger. Donc ça, on doit obligatoirement les déclarer. Mais pour ce faire, on a une petite étape préalable à faire. Donc, on doit signaler via MyMinFin que nous avons un bien à l'étranger et nous devons leur demander de calculer le revenu cadastral. On fait simplement la démarche via MyMinFin et vous recevrez le calcul de ce revenu cadastral sous 24 heures. Une fois que vous l'avez, alors là, par contre, on va pouvoir aller le mentionner dans la déclaration. Alors, si c'est quelque chose qui a déjà été fait par le passé, donc on avait déjà connaissance de ce revenu cadastral à l'étranger et la situation est stable, dans ce cas-là, on aura un pré-remplissage pour les codes 106 pour le bien à l'étranger. Maintenant, évidemment, si c'est une nouvelle habitation ou que la situation n'est pas stable, là, par contre, on n'aura pas de pré-remplissage, donc il faudra bien faire attention à aller remplir le code adéquat. Alors, en allant un peu plus loin dans la déclaration, évidemment, vous aurez tout ce qui est rémunération et pension. Là, si ce sont des revenus de source belge, tout sera pré-rempli dans la déclaration. Par contre, si ce sont des revenus étrangers, là, il faudra le remplir vous-même parce qu'évidemment, nous n'avons pas les informations ou
du moins pas de manière complète. Donc, il faut bien garder en tête que les revenus étrangers doivent toujours être déclarés dans la déclaration à l'impôt des personnes physiques. Ils sont parfois exonérés. Dans ce cas-là, on remplira les rubriques O2 pour les rémunérations et la rubrique C pour les pensions. Et évidemment, il faudra apporter la preuve qu'on a droit à cette exonération. Et pour savoir si on a droit à cette exonération, de nouveau, on vous a mis un petit module, donc de nouveau cette fameuse application Motive qui va vous aider à déterminer si le contribuable peut être exonéré pour ce revenu ou pas. Donc, vous pouvez l'utiliser sans problème. C'est très facile d'accès. En quelques petites questions, vous savez si vous devez reprendre, si vous devez demander l'exonération ou pas. Alors, attention, même si le revenu est exonéré, il sera quand même pris en compte pour le calcul de l'impôt. En fait, on n'aura pas un impôt sur ce revenu-là, mais il participe malgré tout au calcul de l'impôt parce qu'il y a tout ce qui est taxe communale pour certains pays et de toute façon, ça participe au calcul du taux de l'impôt. Donc, ne soyez pas étonnés si vous voyez que le taux de l'impôt change ou que vous avez un peu plus d'impôt à payer suite au fait que vous avez ajouté un revenu étranger. Alors, quelque chose qui n'apparaît pas dans la déclaration, qui ne sera jamais pré-remplie, c'est si la personne a fait des démarches pour acheter des années d'études, notamment pour avoir une pension plus élevée. Dans ce cas-là, elle a bien droit à une déduction d'impôt et il faudra qu'elle le demande via le code 1257-2257. C'est un code qui n'est jamais rempli automatiquement, donc pas oublier d'aller le remplir s'il le faut. Toujours au niveau des rémunérations, en fait, il existe un supplément de frais professionnels forfaitaires, donc pour les personnes qui ont une longue distance entre le domicile et le lieu de travail. Donc, on regarde cette distance au 1er janvier 2025 et il faut que cette distance soit égale ou dépasse les 75 km. Alors, il faut savoir que ce n'est pas cumulable avec les frais professionnels réels si votre contribuable souhaite encoder les deux, ça ne fonctionnera pas. Alors, comment remplir la déclaration? Mais au niveau du code 1256, on devra mettre le nombre de kilomètres aller simple entre le domicile et le lieu de travail. Un peu plus loin dans la déclaration, on arrive à tout ce qui est rente alimentaire, donc les rentes alimentaires reçues et les rentes alimentaires payées. Mais il faut savoir qu'une rente alimentaire reçue sera imposable pour 80% du montant en tant que revenu divers. Par contre, pour une rente alimentaire payée, elle sera déductible, mais de nouveau pour 80% du montant. Alors, il faudra bien faire attention dans la déclaration. C'est une erreur bloquante si vous le faites via TaxonWeb. Il faut bien mentionner évidemment le montant, mais surtout le nom, le prénom et l'adresse de la personne qui a payé ou qui a reçu les rentes alimentaires. Donc ça, c'est une erreur bloquante. Donc, vous étonnez pas si vous remplissez une rente alimentaire et que vous ne mettez pas le nom de la personne, TaxonWeb va directement vous bloquer et vous dire « Ah, il manque une info ». Alors, ensuite, un peu plus loin dans la déclaration, on arrive aux revenus mobiliers. Alors, au niveau des revenus mobiliers, si c'est des revenus mobiliers qui sont belges ou qui sont passés par un intermédiaire belge, il faut savoir qu'un précompte mobilier sera déjà retenu. Donc, dans ce cas-là, la déclaration est facultative. On n'est pas obligé de le déclarer. Par contre, si ce sont des revenus qui sont perçus directement à l'étranger, là, par contre, vu que le précompte mobilier n'aura pas été prélevé, on doit obligatoirement les déclarer dans la déclaration. Et alors, qu'est-ce qu'on peut retrouver? Par exemple, des dividendes d'actions étrangères sur un compte à l'étranger ou par exemple un compte épargne aussi à l'étranger qui a été rémunéré via des intérêts. C'est ce genre de choses-là qu'on pourra retrouver dans les revenus mobiliers à l'étranger et qu'on sera obligé de déclarer.
Alors, il faut savoir qu'au niveau des dividendes, il y a une exonération qui est prévue par notre Code des impôts qui représente la première tranche de 833 € des dividendes ordinaires perçus par la personne. Alors, si c'est un revenu étranger, ben, la personne pourra tout simplement déduire ces 833 € des dividendes qu'il a perçus. Par contre, si on est face à quelqu'un où on a déjà prélevé du précompte mobilier, en fait, ben, le précompte mobilier sera récupérable à hauteur de 249,90 € et il faudra que la personne remplisse le code 437 pour pouvoir récupérer ce fameux précompte mobilier. Au niveau des emprunts hypothécaires et des assurances vie individuelles, alors il faut savoir que on va faire la différence entre l'habitation propre, donc l'habitation dans laquelle la personne habite, et l'habitation autre que propre, donc l'habitation où le contribuable n'habite pas. Alors, il faut savoir que pour l'habitation propre, il s'agit d'une compétence régionale. Euh, donc, au niveau de la région flamande et de la région bruxelloise, on n'a plus de réduction d'impôts pour tout ce qui est emprunt hypothécaire depuis 2020 et 2017 selon la région. Par contre, en région wallonne, on a toujours encore pour l'exercice 25, mais logiquement, ça devrait être terminé pour le prochain exercice. On a toujours le chèque habitat wallon qui est disponible. Alors, la plupart du temps, quand c'est des emprunts qui sont déjà en cours, donc qui sont déjà existants, les codes seront pré-remplis. S'il n'y a pas de pré-remplissage, vous ne tracassez pas. Je vais vous montrer tout de suite. On a un Wizard pour vous aider à le faire. Mais je vais d'abord continuer et vous parler d'un emprunt qui aurait été contracté pour l'habitation autre que propre, donc celle dans laquelle la personne n'habite pas. Là, il s'agit d'une compétence fédérale. Et alors, en fait, depuis le 1er janvier 2024, il n'y a plus de réduction d'impôt pour le capital emprunté et il n'y a plus non plus pour l'assurance vie qui est contractée pour couvrir l'emprunt hypothécaire. Donc, en gros, pour les emprunts pour une habitation qui n'est pas l'habitation propre du contribuable, il ne pourra plus déduire que ses intérêts. Alors, qu'est-ce qu'il en est des autres primes pour assurance vie individuelle? Ben, pour celles qui ne couvrent pas un emprunt hypothécaire, mais dans ce cas-là, elles seront toujours déductibles. Donc, on aura toujours une réduction d'impôt pour épargne à long terme. Alors, j'avais déjà un peu vendu la mèche, donc voilà des copies d'écran du Wizard qui est disponible dans Taxon Web. Donc, quand vous devez remplir un crédit hypothécaire dans Taxon Web, en fait, vous avez vraiment un module pas à pas qui va vous aider pour savoir où vous devez remplir, enfin dans quel code vous devez remplir les intérêts, le capital, etc. de l'emprunt concerné. Donc ici, comme vous pouvez le voir, en fait, on a une partie des données qui sont sur l'attestation fiscale 281.61. Donc, c'est l'attestation fiscale qui concerne les emprunts hypothécaires ou 281.62, ça c'est pour l'assurance vie. Et alors, en fait, on vous met les données que nous, on a. Et alors, on va vous poser quelques petites questions. Ah, ben, est-ce que ça concerne l'habitation propre ou autre que propre, etc. Et on va vous poser un certain nombre de questions. Et à chaque fois, donc en remplissant les différentes cases, ben, on va arriver tout doucement à ce que le programme nous dise, ah ben voilà, dans la situation que vous avez décrite, vous devez mettre tel montant à tel code dans la déclaration, etc. Et puis alors, à la fin, quand vous êtes arrivé, je vais dire au résumé, ben vous cliquez simplement sur reporter et alors ça va aller mettre les codes et les montants directement dans la déclaration. Dominique, je te rends la parole. Merci Aurore, ça marche. Et donc après ce fameux cadre 9 des emprunts hypothécaires vient le cadre 10. On est toujours dans des cadres qui donnent droit à des avantages fiscaux. On parle de réduction d'impôts. Le premier point, la première partie de ce cadre 10 concerne
les réductions d'impôts régionales et puis on verra les fédérales. Quelques points de rappel ici. Donc, la limite, rappelons la limite pour le montant global des dépenses pour les titres-services ou les chèques ALE, qui est de 1 790 € par contribuable. Quand on dit par contribuable, c'est important de savoir que si on est dans une déclaration de couple, chacun a droit à ce montant maximum. Et vous retrouvez ces informations là sur les fiches spécifiques selon les titres ALE, les titres-services ou les chèques ALE. Faites toujours attention que certains organismes tardent parfois peut-être à vous remettre ces attestations. Une autre dépense donnant droit à réduction d'impôt, toujours au niveau de ce cadre 10, on arrive dans la partie 2 qui n'est plus au niveau des avantages régionaux, mais au niveau fédéral. Donc, ça vaut ici pour toutes les régions finalement. Rappelons donc les limites pour l'épargne pension et les dons. Pour l'épargne pension, on a 2 limites. Si on respecte la limite d'un versement maximum de 1020 €, on obtient une réduction d'impôt de 30%. On a une deuxième limite qui monte à 1 310 € qui alors donne droit à une réduction d'impôt de 25%. Quant aux dons, le montant ici est un montant minimum de 40 € pour obtenir une réduction d'impôt qui, elle, est de 45%. Donc, cette notion de réduction d'impôt se calcule en fonction du taux sur le montant ici qui a été dépensé, ici un minimum de 40 €. Donc, faites attention que les organismes doivent vous délivrer chaque fois ces attestations, respectivement pour l'épargne pension ou pour les dons. Attention que la petite nouveauté, ce point d'attention pour cet exercice 2025, à partir du 1er janvier 2024, en ce qui concerne les dons, les organismes ne doivent plus se limiter à un reçu, mais vraiment utiliser l'attestation obligatoire, la 280.71 pour la citer, avec en principe mention obligatoire du numéro national du donneur. Certains organismes vous ont d'ailleurs peut-être interrogé pour fournir ce numéro national. Il y a une tolérance administrative cette année si le numéro national ne figure pas sur l'attestation, mais pour autant que l'attestation existe, elle est valablement admise. Petit à petit, il faudra que chaque organisme ait complété ses bases de données avec ses numéros nationaux. Autre point encore pour les dépenses en droit à réduction d'impôt, on parle dans cette ère écologique d'usage de voitures électriques. Et donc, données donnant droit à réduction d'impôt, c'est l'installation des bornes de recharge. Donc, il fallait pour cette dépense l'effectuer au plus tard le 31 août 2024 pour installer à l'intérieur ou à proximité de son domicile cette borne. Il y a une limite au niveau de la dépense par borne de recharge et par contribuable pour obtenir une réduction d'impôt qui est unique. Donc, c'est vraiment un one-shot. Il est important de retenir que pour cette matière, il faut absolument introduire 2 annexes obligatoires lors du remplissage de la déclaration. Sans quoi la dépense ne sera pas admise. C'est la facture d'installation de la borne et le certificat de conformité. Pour vous aider, en ce qui concerne ces bornes de recharge, il existe un accompagnement pour vérifier si toutes les conditions sont respectées et vérifier que vous ayez bien rentré les attestations. Donc, suivez simplement l'aide en ligne qui va vous accompagner, qui va vous amener d'ailleurs à ce petit formulaire qui vous permet de compléter toujours pour ces bornes de recharge les données nécessaires pour qu'on admette cette dépense donnant droit à un avantage fiscal. Donc, toutes ces aides en ligne sont vraiment bien précieuses et sont vraiment là pour vous rassurer sur l'accompagnement que vous allez faire. Toujours dans ce cas des dépenses en droit à réduction d'impôt, rappelons la prime pour une assurance protection juridique qui doit être bien sûr souscrite auprès d'une compagnie d'assurance qui
connaît toutes les conditions à respecter et qui va d'ailleurs ainsi vous délivrer une attestation fiscale. Sans quoi, c'est que les conditions ne sont pas respectées. On nous pose souvent cette question, si l'attestation fiscale, ici 280.63 n'existe pas, c'est que l'organisme d'assurance ne peut pas vous la délivrer parce qu'il ne respecte pas, il ne rentre pas dans les conditions. C'est un montant maximal de 320 € qui donne droit à une réduction d'impôt ici de 40%. Toujours dans le cadre des dépenses, on a droit à réduction d'impôt, les dépenses pour garde d'enfants. On en a un petit peu parlé déjà tout à l'heure des enfants à charge. Je garde mon enfant, j'ai droit pour les dépenses de frais de garderie par exemple, comme on peut l'exprimer aussi, à un montant maximum déductible de 16,40 € par jour de garde par enfant pour obtenir cette réduction d'impôt qui, elle, est de 45%. Attention, l'avantage dont on parle ici, donc cette dépense de droit à réduction d'impôt, n'est pas cumulable avec l'avantage dont on pourrait parler sur la quotité exemptée d'impôt supplémentaire parce que mon enfant a moins de 3 ans. Tout à l'heure, Aurore vous a parlé des quotités exemptées d'impôt auxquelles j'ai droit pour mes enfants à charge. Si mon enfant a moins de 3 ans, il y a en plus un supplément. Et donc, je vais devoir à un moment donné me positionner sur soit frais de garde, soit ce supplément. Le programme vous le propose. Toutes ces dépenses doivent être forcément attestées via le formulaire 286 que l'organisme va vous délivrer, soit par voie électronique, soit sous format papier. Donc, attention de nouveau à vérifier que l'organisme vous l'a communiqué puisqu'il n'est pas toujours en temps. On a quitté le cadre des dépenses en droit à réduction d'impôt pour arriver au cadre 13. Petit point d'attention, obligation de déclarer, Aurore vous a déjà parlé tout à l'heure des comptes à l'étranger, de déclarer le fait même que je possède un compte à l'étranger. Donc par rapport à ceci, je reprends le contrôle. J'ai eu tout d'un coup un slide qui a perdu le contrôle. J'y reviens, pardon. Et donc, je dois déclarer, même si ce compte ne génère pas de revenus, je dois déclarer son existence parce que c'est un compte à l'étranger. Rappelons aussi que je suis censée, donc le bénéficiaire, le titulaire du compte est censé déclarer l'existence de ce compte au point contact central de la Banque nationale de Belgique. Et bien sûr, comme l'a dit Aurore tout à l'heure, si ces comptes génèrent des revenus mobiliers étrangers, on doit les déclarer comme on l'a repris tout à l'heure. Alors, dès lors que je pourrais pour la première fois posséder ce compte à l'étranger depuis 2024, cet exercice 2025, revue 2024, si vous avez reçu une PDS, elle n'est plus valable parce qu'il faut alors mentionner ce compte étranger. En général, dès qu'on a déclaré ce compte à l'étranger, nous avons l'information et les années suivantes, vous n'avez d'ailleurs plus de proposition de déclaration simplifiée. Mais la première année, il faut bien sûr le mentionner. De la même manière, si la personne est gestionnaire d'un ou plusieurs comptes à l'étranger, ou c'est les fondatrices d'une construction juridique, ou encore s'il a obtenu un dividende ou tout autre avantage de cette construction juridique, ou si elle a accordé des prêts pour des petites sociétés débutantes, donc via plateforme de crowdfunding. Bon, c'est des matières très techniques, hein, je ne sais pas si vous allez en rencontrer, mais on attire votre attention sur le fait que chaque fois que pour la première fois vous êtes dans cette situation, la proposition de déclaration simplifiée doit être corrigée parce que nous ne connaissons pas cette information par rapport aux revenus étrangers, par rapport à l'existence de gestion de compte à l'étranger. Dans le contexte toujours de cette construction juridique, nous devons compléter d'ailleurs une série d'informations, joindre une annexe qui est proposée au niveau du formulaire de déclaration où vous compléterez effectivement les informations requises. Donc, toujours dans ce contexte d'annexe obligatoire, donc je quitte l'information concernant les comptes étrangers, je reviens à une matière plus nationale, si je peux dire. On a
ajouté cette annexe déjà l'année passée, donc c'est un rappel. Lorsqu'une personne exerce son activité professionnelle et utilise un local affecté à cette activité professionnelle et paye un loyer, pour que ce loyer soit déductible, entre en compte dans ses frais professionnels, elle doit compléter cette annexe, nouvelle annexe qui a été présentée déjà l'année passée, la 270 MLH. Oups, voilà, on trouve toujours des codes bien originaux. Cette déclaration est obligatoire, sinon je n'ai pas la possibilité de faire dans mes frais professionnels, de prendre en compte ce loyer. Elle sert à quoi cette annexe? Mais à imposer correctement le propriétaire du bien immobilier que vous louez à des fins professionnelles. Donc attention à cette annexe, sans quoi la déclaration ne sera pas valable. Alors en cas de revenu d'indépendant, même à titre complémentaire, de rémunération de dirigeant d'entreprise ou de conjoint ou aidant, ou en cas de revenus divers qui seraient obtenus au cours de l'année 2024, mais on n'est plus dans la partie 1 de la déclaration et vous devez, via la déclaration TaxONEP, il y a un bouton destiné à cet effet, ajouter une partie 2 dans la déclaration pour pouvoir renseigner ces différentes catégories de revenus. Et pour terminer cette partie, vérifier la déclaration et la PDS, une petite checklist pour vous rappeler, outre les annexes obligatoires dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont spécifiques aux bornes de recharge et aux loyers repris à titre de frais professionnels, petite checklist qui vous rappelle, n'oubliez pas de disposer de la carte d'identité électronique, si vous avez un lecteur de carte, ou It's Me pour vous connecter. N'oubliez pas de préparer le numéro de compte bancaire et le numéro de téléphone de la personne pour vérifier qu'on connaisse ces différentes informations, comme Aurore vous en a parlé. Toutes les fiches qu'on reprend ici sur la checklist sont disponibles dans TaxONEP ou MyMinFin. Par contre, les rentes alimentaires qu'on voudrait déduire, les extraits de compte pour justifier ces rentes alimentaires et calculer le montant que vous voulez reprendre, donc doivent être préparés pour remplir la déclaration. Voilà, je repasse la parole à Aurore. Merci Aurore. Voilà. Merci Dominique pour toutes ces infos. Alors, en pratique, comment ça se passe? Parlons de délai déjà. Donc, comme l'année passée, les délais sont identiques, peu importe qui remplit la déclaration. Donc, que ce soit le contribuable, que ce soit vous en les aidant ou que ce soit via un mandataire officiel, donc un comptable, les délais sont identiques. Donc, le 30 juin pour toutes les déclarations papier, le 15 juillet via MyMinFin, donc TaxOnWeb, si on n'a pas de revenus spécifiques. Et par contre, si la personne a des revenus spécifiques et qu'elle remplit sa déclaration par TaxOnWeb, elle aura un délai au 16 octobre. Je fais vite un petit rappel sur ce qu'on appelle les revenus spécifiques, vu que ce n'est pas une nouveauté de cette année, c'est déjà depuis l'année passée. Qu'est-ce qu'on entend par revenus spécifiques? Une première catégorie, c'est tout ce qui est revenus d'indépendants et les revenus professionnels étrangers. Donc, tout ce qui est bénéfices, profits, rémunération de dirigeants d'entreprise, etc. Et tout ce qui est revenus professionnels et étrangers. Donc, monsieur, madame qui travaillent, par exemple, au Cactus au Luxembourg. Deuxième catégorie, c'est des personnes qui, pour la première fois, vont déclarer, par exemple, un bien immobilier à l'étranger, une pension alimentaire, qu'elle soit reçue ou versée d'une personne à l'étranger, un prêt conclu à l'étranger, une construction juridique ou les personnes qui ont l'application d'un nouveau régime de taxation pour ce qu'on appelle les contribuables impatriés. Alors, comment ça se passe? Le délai est mentionné dans MyMinFin directement. Donc, dans l'onglet Ma déclaration, vous avez le délai dans lequel vous devez remplir la déclaration. Logiquement, vous allez avoir un délai au 15 juillet. Alors, si le contribuable a des revenus spécifiques de la première catégorie, le délai va se mettre automatiquement au 16 octobre. Donc, le contribuable ne doit rien faire. Par contre, si c'est un contribuable qui a des revenus spécifiques de la deuxième catégorie, là, quand il va remplir sa déclaration, il va devoir aller cocher
la petite case ici en fin de déclaration pour dire qu'il estime avoir droit à ce fameux délai au 16 du 10 2025. Donc, il ne doit rien faire dans un premier temps, c'est vraiment quand il va remplir cette déclaration, avant de valider la déclaration, il faudra bien dire que la personne avait droit à ce fameux délai au 16 octobre. Et il faudra évidemment mettre des annexes pour justifier ce fameux délai supplémentaire. Alors, quel courrier pourriez-vous recevoir de nos services? À l'heure actuelle, ce qu'on reçoit pour le moment, c'est tout ce qui est proposition de déclaration simplifiée, donc la PDS. Donc, vous recevrez, la personne recevra une PDS si elle a une situation fiscale simple et relativement stable. Dans ce cas-là, elle devra juste vérifier si c'est correct ou pas. On va recevoir également tout ce qui est déclaration papier. Donc, si vous avez déjà fait une déclaration papier par le passé, donc par exemple l'année passée, vous aurez encore une déclaration papier. Si vous aviez fait par TaxonWeb, vous n'aurez plus de déclaration papier. Par contre, si vous avez été décoché la case dans TaxonWeb disant que vous ne voulez pas de déclaration papier, là, vous pourriez éventuellement recevoir une déclaration papier également. Alors, troisième document que vous pourriez recevoir, c'est un courrier explicatif. Alors, le courrier explicatif, c'est pour les personnes qui, pour la première fois, ne vont pas avoir de PDS ou justement, pour la première fois, vont avoir une déclaration papier. Et alors là, ça va vous expliquer comment rentrer votre déclaration et surtout comment demander de l'aide si besoin. Et alors, si vous n'avez pas reçu de lettre, mais là, c'est simple, c'est que vous devez gérer votre déclaration en ligne. Si jamais vous avez un problème et que vous ne pouvez pas gérer votre déclaration en ligne, évidemment, vous pouvez contacter nos services, mais on vous conseille d'attendre le mois de juin parce que tous ces courriers-là sont envoyés pendant le courant du mois de mai. Alors, si on reçoit une PDS, il faut savoir qu'elle est toujours disponible en ligne via MyMinFin. Alors, on se pose souvent la question, est-ce que je ne vais la recevoir que électroniquement, donc dans MyMinFin ou aussi via mon e-box, ou est-ce que je vais l'avoir en papier et de manière électronique? Alors, si vous avez activé votre e-box et que vous êtes isolé, là, vous ne la recevrez que dans votre e-box. Bon, vous n'aurez pas de version papier. Par contre, si vous êtes en couple, il faut que les deux personnes aient activé l'e-box pour n'avoir que la version papier. Par contre, si vous êtes isolé et que vous n'avez pas activé l'e-box, évidemment, elle sera disponible dans MyMinFin et vous recevrez le document papier. Et si vous êtes en couple et qu'un des deux n'a pas activé l'e-box, même chose, on aura une version électronique et une version papier. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, si jamais vous n'avez pas reçu votre PDS, ne vous tracassez pas tout de suite. On envoie ces documents jusque fin mai. Donc, si en juin, la personne n'a toujours pas reçu sa PDS ou sa déclaration, là, à ce moment-là, prenez contact avec nos services. Alors, la personne qui a reçu une déclaration, enfin une proposition de déclaration simplifiée, mais qu'est-ce qu'elle doit faire? On doit vérifier que les données sont correctes et complètes. Si tout est OK, il n'y a rien à faire. Par contre, si il manque quelque chose ou qu'on est dans un cas, comme l'expliquait Dominique, où on ne peut pas avoir de déclaration, de proposition de déclaration simplifiée, par exemple parce qu'on a des comptes à l'étranger, dans ce cas-là, on a deux solutions pour pouvoir faire tout ce qui est modification ou ajout. Soit passer par le formulaire de réponse papier qui est inclus avec la PDS. Donc ça, si on passe par le formulaire papier, il faut répondre pour le 30 juin au plus tard. Ou alors, on peut aller via MyMinFin dans TaxonWeb pour faire les modifications nécessaires. Alors, au niveau de la déclaration en elle-même, si on la remplit en ligne via MyMinFin, il faut savoir que vous allez avoir déjà une grande aide par nos services parce que la déclaration va être pré-remplie avec toutes les données qui sont disponibles par,
dont nos services disposent à l'heure actuelle. Alors, vous avez un résumé de toutes les données disponibles. Vous avez également des aides pour certains codes. Donc, à chaque fois que vous avez une aide possible ou un wizard pour vous aider, notamment par exemple avec les prêts hypothécaires, les enfants à charge, vous aurez une petite ampoule pour vous le signaler. Alors, il y a dans TaxonWeb des notifications quand une combinaison de codes est incorrecte. Comme je vous le disais tout à l'heure, par exemple pour les rentes alimentaires, mais si vous remplissez une rente alimentaire, mais que vous n'avez pas mis qui a payé ou va recevoir cette rente alimentaire, mais TaxonWeb va vous dire tout de suite, ah, attention, il manque quelque chose et ça va vous dire ce qui manque, évidemment. Alors, au niveau de TaxonWeb, vous avez la possibilité de faire un calcul provisoire du montant à payer ou à recevoir par rapport à cette fameuse déclaration. Alors, juste une petite modification par rapport aux autres années, c'est qu'au niveau de la connexion à MyMinFin, il n'est plus possible de le faire via un token. Donc, pour pouvoir remplir sa déclaration via TaxonWeb, il faut absolument utiliser soit ITSMI, soit la carte d'identité électronique du contribuable. Alors, au niveau de la déclaration papier, comme je vous l'ai dit, donc elles vont être envoyées ou on va recevoir un courrier explicatif si jamais on ne va pas recevoir de déclaration papier, mais ces documents-là vont être envoyés jusque fin mai. Si vous n'avez toujours rien reçu début juin, à ce moment-là, n'hésitez pas à contacter notre contact center au 0257 257 57. Et alors, évidemment, la date limite pour les déclarations papier, donc pour la rentrée des déclarations papier, est bien le 30 juin, quoi qu'il en soit. Alors, on va avoir deux cas un peu particuliers. Donc, par exemple, si on est face à des séparés de fête, il faut savoir que si les contribuables se sont séparés de fête pendant l'année 2024, mais pour l'exercice 2025, donc la déclaration qu'on rentre maintenant, il y aura malgré tout une imposition commune pour ces ex-conjoints. Donc, il y a deux possibilités. Soit le contribuable vont rentrer leur déclaration séparément en ligne, soit ils peuvent la rentrer de nouveau séparément, mais via le formulaire papier. Attention que si vous le faites en ligne, évidemment, l'estimation de TaxonWeb ne sera pas correcte vu qu'on n'aura pas nécessairement connaissance des revenus de l'ex-conjoint. Alors, une fois que les deux ex-conjoints ont fait leur déclaration, nous allons fusionner les déclarations pour pouvoir établir une imposition commune au nom des deux ex-conjoints. Et évidemment, on enverra un avertissement extrait de rôle à chacun des deux ex-partenaires. Alors, en cas de décès, on a souvent la question, est-ce que les héritiers peuvent déposer la déclaration en ligne via MyMinFin? Oui, on peut le faire. Donc, si on a quelqu'un qui est décédé en 2024, c'est toujours possible de le faire en ligne via MyMinFin. Pour un décès en 2025, idem, s'il y a un des deux conjoints qui décède. Par contre, si les deux partenaires décèdent en 2025, dans ce cas-là, on sera obligé de passer par une déclaration papier. Maintenant, si on a la chance, enfin la chance entre guillemets, d'être dans un cas où on peut passer par la déclaration via MyMinFin, il suffit simplement, quand on va dans MyMinFin, dans ma déclaration, de cliquez sur remplir la déclaration pour une personne décédée. Vous inscrivez le numéro national de la personne qui est décédée et puis vous pouvez rentrer la déclaration. Alors, au niveau de l'e-box, vous savez bien que c'est quand même il y a quand même une certaine facilité à l'utiliser. C'est un endroit qui est sécurisé. Et puis, quoi qu'il en soit, c'est bon pour l'environnement vu qu'on diminue tout ce qui est consommation de papier. Mais c'est quoi exactement cette e-box? C'est une boîte aux lettres électroniques, quelque part, de tout ce qui est administration et institutions publiques. Donc, dès que vous allez recevoir une déclaration, une PDS, votre avertissement extrait de rôle, vous allez recevoir une notification via cette fameuse e-box. Voilà. Donc, je le répète de nouveau, si jamais vous avez une imposition commune, il faut que les deux personnes aient activé leur e-box pour que le document arrive
uniquement dans l'e-box et plus par papier. Et faites très, très, très attention si vous utilisez l'e-box. Il faut absolument que l'adresse qu'on a mentionnée lors de l'ouverture de l'e-box soit bien une adresse qui est active, parce qu'autrement, évidemment, si on se trompe dans l'orthographe ou quoi que ce soit, ben, les notifications n'arriveront pas au bon endroit. Voilà, Dominique, je te rends la parole. Merci Aurore. Oui, ce point est super important. On parle souvent de l'e-box. Au départ, beaucoup de personnes l'utilisent sans ajouter une adresse mail pour recevoir les signaux. Et donc, ne voit jamais arriver les notifications de ce qui arrive. Enfin voilà, c'est une question qui est souvent revenue. Je te remercie de l'avoir rappelé. Et donc, si vous avez besoin d'aide, donc le contribuable a plusieurs moyens pour obtenir de l'aide pour le remplissage de sa déclaration. D'abord, sur le site des finances, il y a énormément d'informations. Donc, on a vraiment d'ailleurs fait une mise à jour. On a relooké ce site pour tous les aspects pratiques, brochure explicative, toutes les questions principalement autour de la PDS ou de la déclaration. Donc, on les a regroupées. D'ailleurs, les questions fréquentes sont regroupées par thème et vous avez là quand même une très grande documentation. Même nous, en interne, quand on répond à vos questions par téléphone, c'est notre première source d'information, donc on y revient tout le temps. Une page aussi est développée pour les jeunes qui reçoivent pour la première fois leur déclaration. Donc on a abordé le sujet pour être plus accessible et finalement mieux répondre à ce public cible. Également, toujours bien utile à avoir téléchargé sur votre ordinateur, c'est la brochure explicative qui est consultable sous format PDF, mais qui se retrouve aussi, on peut s'y retrouver via la déclaration Taxon-Web, via un code correspondant qui vous renvoie à cette notice explicative. Le document préparatoire, c'est vraiment le canevas pour pouvoir vous aider à reporter les informations sur le formulaire papier, si vous utilisez encore le formulaire papier plutôt que Taxon-Web. Cette grille auto, comme on dit, qu'il faudrait compléter manuellement, mais vous ne pouvez le faire que si vous lisez le document préparatoire qui colle d'ailleurs à toutes les fiches, puisque quand on est dans le document préparatoire, c'est vraiment tous les codes qui sont identiques aux codes qu'on retrouve sur les fiches qu'on vous a renseignées tout à l'heure sur la checklist. Différents points peuvent rester en suspens dans vos questions. Alors, on a la page point de contact qui, en fonction de la question, va vous orienter pour poser la question au bon endroit. Toujours possible d'appeler le numéro de téléphone unique. Il y a d'ailleurs un menu de choix pour vous aider à aiguiller votre appel. Vous pouvez consulter sur cette page, vous pouvez consulter le schéma qui décrit ce menu de choix. Parce que souvent on dit taper 1, taper 2, etc. Mais vous accédez au menu de choix pour le consulter, pour choisir correctement le numéro de code que vous devez compléter lorsque vous demandez l'aide au téléphone. Qui peut nous aider finalement lorsqu'on remplit une déclaration? Le collaborateur du SPF Finance déjà lui-même, soit par téléphone, en prenant toujours un rendez-vous au préalable, soit en mentionnant le souhait de venir sur place si c'est justifié. Lors des séances également qui sont organisées dans les communes, allez voir sur notre site la liste des communes qui organisent elles-mêmes cette aide au remplissage. Toujours à prendre rendez-vous, ces rendez-vous sont gérés par la commune elle-même. Vous pouvez, lorsque vous faites appel à ce collaborateur en ligne, suivre ce schéma pour comprendre ce qui se passe après. Donc, vous avez l'aide au remplissage par le collaborateur. Après ce remplissage de la déclaration par téléphone, le citoyen va recevoir un rapport confirmant toutes les données, les montants qui ont été saisis dans l'application Taxon-Web par le collaborateur. Donc tout ça ayant été saisi par téléphone, il faut que ce document, ce rapport de la séance téléphonique
soit consulté par le citoyen pour que lui vérifie, signe et nous retourne. C'est là que se présente alors sa signature. Donc, il valide ce rapport, il le renvoie soit simplement par retour postal, soit s'il a la possibilité de confirmer les données en se connectant au portail MyMinFin. Cette étape de signature, qu'elle soit par le biais du format papier ou par le biais de MyMinFin, est importante, sans quoi aucune déclaration n'est considérée comme rentrée. Donc, il y a l'aide en ligne, mais il y a quand même toujours la signature pour rendre valide cette déclaration. Je peux faire appel à un mandataire. Ce mandataire aura 2 types de délais. Le principe général que vous a expliqué tout à l'heure Aurore, c'est le 15 juillet. Si je rentre dans la catégorie des revenus spécifiques, le mandataire dispose d'un délai au 16 octobre 2025. Faites attention, puisqu'il fut un temps où le mandataire avait un seul délai toujours au mois d'octobre. On est bien en train de parler d'une aide au mandataire qui aura ou le délai général du 15 juillet ou en fonction des revenus spécifiques le 16 octobre 2025 ici. Donc, prenez donc contact rapidement auprès du mandataire si la personne souhaite faire appel à un comptable, puisqu'elle aura peut-être un délai au 15 juillet. Je peux aussi me faire aider par un citoyen, un proche, un parent, en cas de difficulté réelle pour faire mes démarches administratives. Cette délégation auprès d'un citoyen fait qu'il existe un mandat citoyen-citoyen. Ça suppose aussi d'introduire par voie électronique ce mandat signé, qui doit être signé donc par les 2 parties, donc citoyen-citoyen. Aide aussi possible en cas de situation de handicap auditif. Donc, possible à aller voir donc, par rapport à ce qui est prévu dans nos services pour être accompagné lors d'un appel pour disposer d'un interprète à distance. Et enfin, pour plus d'informations encore et pour terminer cette présentation, nous avons toujours des aides liées aux sources d'information. Donc, on rappelle que toute la documentation fiscale, donc tous les textes de loi, les commentaires, les textes administratifs de référence sont publics, sont disponibles sur FisConnect Plus. Donc, voilà un premier outil d'aide qui reprend toute la base légale de toute cette matière. Autre outil disponible, le TaxCalc. On n'en parle peut-être pas assez. C'est un outil anonyme, tout le temps disponible. Donc, exercice par exercice. Donc, pour l'exercice 2025, vous rentrez dans cet outil et ça vous permet de prendre la main finalement du TaxonWeb puisqu'il est anonyme, mais qu'il se configure comme TaxonWeb. Donc, évidemment, il est anonyme, donc il n'y a pas de données pré-remplies puisque ce n'est pas lié à un dossier, mais vous pouvez l'utiliser pour vous aider, pour vous familiariser. Et c'est dans cet outil que, puisqu'on dit TaxCalc, c'est dans cet outil que vous obtenez une simulation de votre calcul d'impôt. Donc, bien important de pouvoir y recourir. Donc, sert de formation ou d'entraînement par rapport à cet outil TaxonWeb et en mode calcul d'impôt anonyme, je dis bien. 2 autres applications dont on a parlé déjà tout à l'heure avec Aurore, c'est pour vérifier si une personne peut être prise à charge. Il y a l'outil ressources nettes, calcul des ressources nettes. Et un 3e outil, pour pouvoir, en cas de revenus étrangers, savoir lequel des pays a le pouvoir d'imposition, dans quel pays je dois être imposé, on a aussi cet outil revenu étranger en tant que résident belge. Est-ce que c'est la Belgique qui peut imposer ou est-ce que c'est l'État d'étranger, l'État source de mes revenus? Donc voilà, 2, 3, 4 outils qui peuvent être bien précis. Existe toujours dans les autres informations un service de conciliation fiscale, un service autonome au SPF Finance qui est gratuit, qui permet la médiation. Donc, service de médiation pour régler une situation en particulier lors d'une réclamation contre un impôt qui a été introduite et le contribuable
rencontrent des difficultés par rapport à cette réclamation ou difficultés à payer l'impôt dû. Et donc, ça peut être aussi le cas d'une difficulté rencontrée lors d'une mauvaise compréhension avec l'agent qui traiterait le dossier. Donc, c'est un service de conciliation fiscale qui va accompagner de manière autonome et extérieure au SPF Finance la difficulté. On peut toujours, comme l'a dit tout à l'heure Thomas, revenir sur les webinaires précédents. On le rappelle ici parce que c'était un webinaire spécifique à comprendre comment se porte le MyMinFin, comment lire l'avertissement extrait drôle, l'e-box, les outils d'aide spécifiques au SPF Finance ici. Une série de liens de nouveau qui sont rappelés encore une fois, qui peuvent vous servir, c'est une espèce de petite synthèse par rapport à cette matière et cette explication. Voilà, présentation des collègues, merci Aurore, des finances pour cette matinée. Je te repasse la parole, Thomas. Un grand merci pour cette présentation, Aurore et Dominique. Avec plaisir. C'était très instructif. J'ai vu aussi que vous avez été très réactive dans le chat pour répondre du mieux possible aux questions des participants et des participantes. Quelques précisions de nouveau. Les slides vous seront bien envoyés. Il y a des liens dans la présentation, vous l'avez vu au cours de la présentation. Il y avait des personnages qui portaient des petites pancartes avec des raccourcis vers les pages de MyMinFin ou des pages d'aide où vous trouverez toutes les informations. Tout ça est cliquable dans le PDF qu'on vous enverra à la suite de ce webinaire. Je rappelle aussi que ce webinaire est enregistré, que vous pourrez donc le voir en rediffusion plus tard. Ça sera disponible dans les prochains jours. Je profite aussi, tant qu'on a le temps, de préciser qu'on a rédigé il y a 2 ans entre-temps un article sur comment accompagner des publics éloignés du numérique sur la déclaration d'impôt qu'on a rédigé en son temps avec l'aide justement de l'équipe de MinFin, du SPF Finance, pour que ce soit le plus pertinent possible. Il y a par exemple un élément qu'il faut pas perdre de vue, c'est que si quelqu'un a perdu le code PIN de sa carte d'identité électronique, il est important de faire la demande de renouvellement de ce code PIN rapidement parce que ça peut mettre jusqu'à 4 semaines avant de recevoir un code PIN. Ce sont ce genre de petites astuces que vous trouverez dans l'article. Je vous l'ai mis en commentaire dans le chat du webinaire et vous pourrez aussi le consulter via le support. Autre chose aussi, c'est que sur la plateforme 1, 2, 3 Digits, qui est une plateforme d'accompagnement numérique à destination des aidants, tout ça est gratuit. Il y a des formations interactives, il y a des exercices ludiques. Les exercices ludiques et les formations sont aussi accessibles pour les apprenants via un espace séparé, sécurisé et simulé. Et vous voyez à l'écran qu'on simule aussi la prise en main d'ITSME pour faciliter la connexion que ce soit à TaxonWeb, MyMinFin. Donc ça c'est intéressant à savoir. Il existe, je rappelle, et j'ai vu passer un échange par rapport à ça, le TaxCalc qui lui simule l'environnement de TaxonWeb. Voilà, donc ce sont différents outils que je vous invite à consulter. Pour les personnes qui sont vraiment très éloignées du numérique, la plateforme 1, 2, 3 Digits va progressivement de la prise en main d'un ordinateur, la découverte d'une boîte mail, le portail Sésame et donc la connexion via carte d'identité électronique ou It's Me. Voilà, et donc vous voyez qu'il y a différents outils, toujours en lien avec les services essentiels pour savoir comment y accéder. Donc il y a une question d'accès, il y a une question de compétences et on travaille là-dessus. Et une fois qu'on a ces compétences, dans l'espoir de pouvoir utiliser ces compétences et l'accès gagné ici, avoir accès aux services administratifs.
Si vous avez des questions qui n'ont pas encore été répondues dans le chat, mais je sais que Aurore et Dominique ont été très actives et ont fait vraiment leur mieux pour répondre à tout le monde, je vous invite maintenant à les poser. Je rappelle, juste comme consigne générale, qu'on ne répond pas à des dossiers très spécifiques, mais plutôt des généralités. Il y a des numéros de téléphone ou il y a même des permanences au sein du SPF Finance ou de la commune même, certaines communes, peut-être pas toutes, si vous avez des questions très spécifiques par rapport à votre propre dossier. Donc, à vous de mettre la jauge. Voilà, si vous dites oui, ok, ça c'est une question personnelle que je me pose, gardez-la peut-être pour le helpdesk du SPF Finance. Mais voilà, la, la- la parole est ouverte à qui souhaite poser une question et, et le temps que quelqu'un le fasse, je réitère mes remerciements pour Dominique et Aurore d'avoir animé ce webinaire. Voilà, je vois quelqu'un des services sociaux des quartiers 1030 à Bruxelles qui lève la main. Allez-y. Je, je n'ai pas de prénom malheureusement dans Teams. Oui, bonjour. Oui, Bonjour. bonjour, on vous entend bien. En fait, on avait juste une question parce qu'on a reçu des informations contradictoires à ce sujet. On se questionnait concernant les rentes alimentaires. En fait, on nous dit que la maman, par exemple, qui touche une rente alimentaire pour ses enfants dans le cas d'un divorce, euh, parfois on nous dit qu'elle est censée la déclarer, et à d'autres moments on nous dit que non, donc on ne sait pas quoi faire. Alors, normalement, c'est la personne qui bénéficie de la rente alimentaire qui doit le déclarer. Donc, si c'est un papa qui paye une rente alimentaire à la maman pour les enfants, normalement, ce serait aux enfants de le déclarer. Donc, dans ce cas-là, la maman ne doit jamais le déclarer. D'accord. Et C'est les seulement enfants, si, par exemple, c'est un divorce et que madame il y a une décision judiciaire pour que madame reçoive une pension alimentaire pour elle-même. oui, c'est euh, différent. et alors là, c'est elle qui devra le déclarer. Mais autrement, si c'est pour ses enfants, elle ne doit pas le déclarer. D'accord. Vous dites que les enfants doivent le déclarer, mais ils font comment s'ils sont mineurs? Justement, en fait, on va avoir, ça va être un montant qui ne va pas être taxable, donc on ne va pas faire de déclaration pour les mineurs. Par contre, évidemment, à partir de 18 ans, là, on va Donc, les devoir le mamans qui déclarer, oui. perçoivent une rente alimentaire pour leurs enfants dans le cas d'une séparation ne doivent pas le déclarer dans leur déclaration J'ai pas fiscale. compris le début de votre question. Pardon. Donc, les mamans qui perçoivent une rente alimentaire dans le cadre d'une séparation ne doivent pas le reprendre sur leur Non, déclaration fiscale. non. Parce Ok, que le destinataire de la rente, c'est les enfants dans les faits. Donc, enfin, juridiquement, c'est les enfants, même si c'est elle qui le perçoit pour payer des choses à leurs enfants. Mais quoi qu'il en soit, c'est bien, elle ne doit pas le déclarer. ok, super, merci. Parce que j'ai appelé à plusieurs reprises l'aspect finance et on me dit à chaque fois, si la maman doit le déclarer, c'est Non, imposable en fait. non. Ok, super, merci beaucoup. Ah oui, ici ma collègue a une autre question. Elle pose. Ah oui, vas-y. Oui, bonjour. J'ai eu un cas de figure. Vous m'entendez? Oui, 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 On très vous bien. entend. Donc voilà, en fait, de base, il n'y avait pas de pension alimentaire parce que c'était à part égale la charge des enfants. Et le papa, à un moment donné, s'est désisté et donc a remis les enfants à la maman. Et donc, ils se sont arrangés à l'amiable pour payer une pension alimentaire pour les enfants, mais il n'y a pas de jugement. Le papa le déclare. Est-ce qu'il y a un problème s'il n'y a pas de jugement pour la maman? Alors, il faut savoir que quand il s'agit d'une garde, enfin d'une rente alimentaire, il faut toujours une obligation, soit légale, soit judiciaire. Et en fait, quand il s'agit d'enfants en âge de scolarité, c'est une obligation du Code civil. Donc, c'est jamais obligatoire qu'il y ait un jugement. Donc, Il faut en qu'on ait fait, évidemment la preuve des les montants, papas, s'il vous plaît. donc ils peuvent s'arranger à l'amiable comme ils l'ont fait. Le papa a remis les enfants à la maman et il lui verse 500 € par mois. Est-ce que Eh c'est ben, OK oui, juridiquement? oui, oui. Il n'y a pas de souci alors. Parce que c'est une obligation du Code civil, on doit l'aliment à ses enfants. Donc, c'est une OK. obligation du Code civil. Donc, oui, c'est bon, il n'y a pas besoin Il y a jugement. d'un jugement. Non. OK, très bien. Merci.
Et toujours pour nous, nous avons encore une autre question par rapport aux frais de garderie. Il y a des parents qui viennent avec des documents pour des cours de langue, en plus des cours que leurs enfants suivent. Et on leur dit qu'ils peuvent être repris dans les frais de garderie. On voulait savoir ce qu'il en était. Alors, ça dépend des organismes qui le font, mais en général, si je ne me trompe pas, Dominique, en général, les Oui. cours de langue, c'est pas bon, hein. Il faut de toute façon avoir une attestation qui reprend vraiment le montant déductible, etc. Oui, c'est un frais de garderie. Donc, Oui. on aurait ce cours de langue qui fait qu'il y a une garderie organisée parce que le cours se termine à 3 heures, mais qu'on garde quand même les enfants jusqu'à 5 heures. On est vraiment dans une notion de frais de garde. Donc, c'est en principe, dans la jurisprudence, c'est pas repris. C'est pas C'est admis. justement après les heures de cours, hein. On a des parents qui, par exemple, OK. Oui, mais c'est pas une garderie en tant que telle. le week-end. C'est des cours, c'est quelque part des cours particuliers. C'est pas une garde en tant que telle, comme une gardienne ONE, je vais dire un stage, etc. C'est pas. Mais de toute façon, ils devront recevoir une attestation bien particulière, et c'est seulement s'ils ont ces attestations-là que le montant est déductible. Et quelles sont ces attestations particulières qu'ils sont censés recevoir? C'est celle qui est dans le PowerPoint notamment. Oui, On donc en c'est a vrai qu'on parlé. on est limité maintenant à ce format qui est nouveau. Et donc, comme toutes ces questions, évidemment, elles fusent dans tous les sens. Est-ce que tel frais peut rentrer dans les frais de garderie? C'est pour ça qu'on a mis en place depuis l'année passée cette obligation d'attestation et donc la responsabilité de l'organisme de vérifier s'il rentre dans les conditions pour considérer son activité comme une garderie. Et donc, c'est via cette attestation, finalement, qu'on a finalement réduit les possibilités d'admettre ces frais en frais de garderie. Donc, l'attestation est reprise sur notre PowerPoint, hein. Oui, donc, sur la DIA 43, on a fait la checklist avec les différentes fiches et la fiche est dessus. Mais j'ai un bug pour le moment avec mon ordinateur, donc je ne sais pas les revérifier. Ok. Donc voilà. Mais autrement, DIA 43, il y a toutes les fiches et on a repris le numéro exact de la fiche pour les gardes. J'ai une dernière question pour clarifier vraiment pour les rentes alimentaires. Donc, du coup, quand la maman reçoit une rente alimentaire de son ex-compagnon, l'enfant qui a 18 ans doit la déclarer de son côté? Oui. On parle bien d'une rente alimentaire au nom de l'enfant, hein. On parle bien d'une rente alimentaire Oui. parce que la maman pourrait avoir une rente alimentaire à son nom sur base du jugement, mais on ne parle pas de ça, hein. Non, c'est bien pour l'enfant. Donc, pour oui. les enfants. Ouais. Donc, en dessous de 18 ans, on ne remplit pas parce qu'ils n'ont pas une déclaration à leur nom, mais on est d'accord qu'à partir de 18 ans… Sauf si jamais ils avaient des revenus, s'ils ont déjà des revenus en tant j'invente moi d'étudiants qui seraient fort élevés ou quoi que ce soit. Mais en fait, c'est de nouveau, tant qu'ils ne dépassent pas le minimum imposable, il ne doit pas le déclarer. Donc, à 18 Mais à ans, partir de 18 ans, de toute façon, il aura une déclaration, ou à partir du moment où il travaille et qu'il dépasse les limites qui pourraient être imposables, ben là, il faudra qu'il le déclare. OK. Et s'il ne dépasse pas les limites, est-ce qu'il doit le déclarer? Il est obligé de déclarer? De toute façon, quand il va recevoir une déclaration à partir de 18 ans, il faudra qu'il le déclare. Il ne sera pas taxé dessus, hein, mais Il faudra qu'il le déclare. Même si elle est simplifiée, qu'elle est déjà faite par le SPF, il faut quand même qu'il le déclare. Oui, il faut qu'il corrige sa proposition de déclaration simplifiée parce que s'il y en a un, du point de vue du débiteur, celui qui verse, il ne pourra pas obtenir l'avantage fiscal en tant que débiteur si la rente alimentaire n'est pas par ailleurs reprise dans la déclaration du bénéficiaire. C'est cette histoire de vase communicant, comme les loyers. Tout à l'heure, j'ai parlé des loyers. Je peux déduire des loyers à condition que le propriétaire du bien soit taxé sur le bien, sur ses loyers. Donc, c'est le même principe, la rente alimentaire. Par rapport aux mineurs, c'est comme c'est un peu comme une tolérance qu'on ne va pas commencer à générer des déclarations pour les mineurs, mais légalement,
légalement, la déclaration devrait être remplie pour le mineur, mais n'a pas d'impact fiscal. C'est pour ça on ne surcharge pas le travail pour quelque chose qui n'aurait pas de conséquences. Mais au-delà de 18 ans, là, la déclaration, elle va de toute façon être générée. Donc, comme disait Aurore, là, d'office, je suis obligée de corriger ma PDS. Même si j'ai une PDS parce que j'ai un job d'étudiant, mais dans ma PDS, il n'y a pas les rentes alimentaires qui sont versées par le parent divorcé. Donc, je dois corriger la PDS pour la rente alimentaire. Ok, très bien. Merci. Ça va? Très clair. Voilà, Je propose de passer à la question suivante. Il y avait dans l'ordre Aurore qui avait aussi levé la main. Et ensuite, on a quelqu'un de l'EPN Florentville. Et je vois Francis qui, voilà, pour l'ordre des questions. Aurore, Bonjour, je vous vous en prie. m'entendez? On vous entend Oui. bien. Alors d'abord, merci pour la présentation. En fait, voilà, j'avais une question. Donc, j'ai des personnes donc, qui se sont rendues compte que dans la déclaration de l'année dernière, donc pas pour celle de cette année, il y avait des erreurs. Est-ce qu'il y a toujours possibilité de la corriger à l'heure actuelle alors qu'ils ont déjà reçu la nouvelle déclaration? Et si oui, quel délai ils peuvent obtenir? Alors, ils doivent introduire une réclamation Oui, pour faire la correction. Ils ont déjà reçu leur avertissement extra drôle, je suppose. oui, Et alors, en fait, ils ont 1 an à partir de la date de l'avertissement extrait de rôle pour introduire une réclamation. Et alors, pour introduire la réclamation, soit ils peuvent le faire directement via MyMinFin, ou alors au dos de la première page de l'avertissement extrait de rôle, vous avez les adresses notamment pour introduire une réclamation. ok, ça va. C'est gentil, merci beaucoup. Une bonne journée. Également. Merci, merci pareil. Il y avait ensuite Monsieur de Le Pen de Florentville. Je n'ai que ça comme nom dans Teams. Je m'excuse de ne pas avoir de prénom ou nom de famille. Je vous en prie. C'est moi qui ne l'ai pas noté. Bonjour, je suis de Le Oui. Pen de Florentville et je m'appelle Yves. Bonjour à Bonjour tous. Yves. On vous Moi, j'ai entend une bien. petite question concernant la confidentialité des données, parce que j'ai eu des informations contradictoires. Donc, l'aidant numérique, naturellement, va voir des informations confidentielles, celles du contribuable. Est-ce qu'il existe quelque part une directive officielle des mesures de sécurité à prendre? Voilà. Parce que, donc, personnellement, j'ai entendu l'information contradictoire qui dit qu'on n'a pas le droit de regarder l'écran. Voilà ma question. Bonne question. Alors, oui, On c'est n'est pas toujours tellement compétent parce que nous sommes fiscalistes, mais pas. Il faudrait le service gestion des protections des données, qui n'est pas notre service. En fait, Thomas, c'est un petit peu évidemment, vous allez avoir accès à des données sensibles, des données personnelles. Donc, oui, et évidemment, n'allez pas les divulguer à n'importe qui, quoi. Je veux dire, c'est un peu euh, votre intégrité à vous, quoi, votre sens de l'intégrité. Mais évidemment, vous ne Je sauriez pas complète. remplir une déclaration sans regarder les documents. Je vais compléter aussi en disant que c'est un peu les limites du métier d'aidant numérique au sens large, médiateur numérique, animateur multimédia, employé d'un EPN. C'est que malheureusement, ce n'est pas une fonction qui prévoit ce genre d'accompagnement et qui assure une couverture juridique de la même manière qu'un assistant social ou même un médecin. Le secret est protégé par le secret professionnel, ça fait partie de sa formation. On est en train de travailler en Belgique, en région wallonne, à Bruxelles et en région flamande aussi, sur des chartes de déontologie des aidants numériques pour savoir justement quelles sont les limites. Est-ce que je peux aider quelqu'un à se connecter? Voilà, je t'apprends à te connecter via It's Me, je t'apprends à utiliser ta carte d'identité électronique, mais une fois que tu es connecté, là, je me retire parce que ce sont des données confidentielles. Ça, c'est un petit peu à vous, effectivement, de voir. Ce qu'on constate aussi de plus en plus, c'est que certains aidants numériques, certains EPN, utilisent
des chartes ou des documents qui font signer pour justement se décharger de toute responsabilité en cas d'erreur. Je rebondis aussi sur une question qui était dans le chat. Ben, in fine, qui a la responsabilité finale? C'est le citoyen, la citoyenne qui, avec ITSMI ou la carte d'identité électronique, signe. Maintenant, qui est derrière l'ordinateur, qui est une personne, le citoyen, la citoyenne, que ce soit en plus de l'aidant ou qu'il y ait quelqu'un d'autre encore, que ce soit un membre de la famille, un voisin ou une autre connaissance, ça, vis-à-vis du SPF Finance, eux ne le savent pas, ils considèrent que c'est le citoyen ou la citoyenne qui a validé ou complété la déclaration. Après, juridiquement, je crois que ça dépasse un petit peu le scope du SPF Finance. En tout cas, la seule chose qu'on peut vous dire aujourd'hui, c'est un point d'attention, et le fait que Yves vous posez la question, c'est que soit c'est d'expérience, soit de vous anticiper la question. Il faut très bien d'être prudent, prévenez vos bénéficiaires, vos apprenants de la situation, les limites aussi de votre accompagnement. Ne vous mettez pas en difficulté si vous sentez que c'est difficile. Et de toute façon, je rappelle aussi qu'il y a des centres d'aide, au minimum au SPF Finance par téléphone. Vous pouvez aussi vous rendre, bon, alors c'est à Bruxelles, mais sinon, certaines communes proposent aussi un accompagnement. Si vous dites, tiens, là, j'ai le sentiment que ça dépasse les limites de mon accompagnement, à vous aussi de sentir un petit peu. Voilà. Peut-être que d'autres aidants ici présents ont de l'expérience, ont des modèles justement de documents de décharge à partager. Ça pourrait être intéressant. Mais c'est une question très pertinente, mais on touche là aux limites du métier d'aidant numérique, à cheval entre le numérique et l'accompagnement administratif. Vous n'avez pas ce mandat a priori, à moins que vous travailliez vraiment pour une administration publique. Voilà. J'espère que ça répond à la question, Yves. Oui, merci. Ok. Au revoir tout le monde. Oui, merci, au revoir. Et alors, il y avait encore une question de Francis. Oui, bonjour. J'aurais Bonjour. voulu savoir la raison pour laquelle les revenus négatifs qui font l'objet d'une fiche 280-25 qui apparaissent sur MyMinFin ne figurent pas, par exemple, sur la proposition de déclaration simplifiée ou même sur le brouillon de MyMinFin. Donc, Tout simplement, Francis, parce qu'on ne sait pas à quelle année se rapportent ces revenus. En fait, quand on a une fiche négative, on sait juste que la personne a dû rembourser un certain montant, mais on ne sait pas à quelle année de revenus cela correspond. Et normalement, on doit imputer ces montants-là sur la bonne année de revenus. Donc, on va devoir voir avec le contribuable pour savoir à quelle année ça se rapporte pour pouvoir le retirer au bon endroit. C'est simplement pour ça. oui, mais sur la fiche 280-25 est indiquée l'année en cause. Et si il y a des revenus, je songe par exemple des revenus de chômage parce qu'il a été payé à la fois par la CAPAC et l'ONEM, donc c'est pas difficile de pratiquer, de faire la différence pour la reporter sur… Oui, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que de nouveau, donc, on doit reporter sur la bonne année et on doit reporter sur le même type de revenus. Oui. Donc, et ça, je vais dire, quoi qu'il en soit, quand on reçoit une PDS ou qu'on a déjà quelque chose dans TaxonWeb, c'est pas une personne qui est passée derrière, c'est un ordinateur. Et l'ordinateur, malheureusement, a des limites. Et ça, jusqu'à présent, on n'a pas encore réussi à passer au-delà de ces limites-là. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Dominique. Pour te compléter, Aurore, donc en fait, vous voyez apparaître la fiche aujourd'hui, par exemple, et vous vous dites non d'une pipe, ils ont connaissance de l'information. Je vois l'année qui s'y rapporte, par exemple, 2022. Il y a quelque chose qui s'est passé, on a payé trop en 2022, et depuis 2022, j'ai eu un plan, j'ai dû rembourser tout au long des années, et aujourd'hui, j'ai fini de faire ce remboursement et j'ai une fiche qui apparaît. Oui, mais le problème était né en 2022. Aujourd'hui,
qu'est-ce qu'on fait? On remplit la déclaration exercice 2025, revue 2024. Légalement, on ne peut rien faire sur la déclaration taxonable 2025. Ça n'a rien à voir. Oui. Parce que cette fiche, elle est émise aujourd'hui. Et donc, légalement, nous, on doit traiter ça comme une réclamation et on doit repartir sur les anciens exercices à condition que les revenus soient de même nature pour pouvoir imputer. Donc, c'est un travail très technique qui demande alors, je vous invite alors à inviter de rentrer une réclamation pour l'exercice pour lequel on sera compétent pour le faire légalement. Je ne sais pas, c'est vrai que c'est un peu frustrant, je comprends. Mais ça veut dire que, comment dirais-je, l'administration ne va pas prendre l'initiative pour corriger les revenus en cause. Donc, c'est au contribuable à, comment dirais-je, introduire une réclamation, quoi. C'est facile. Parce que c'est l'employeur qui est en cause, c'est le débiteur. L'administration n'est pas concernée au départ. Hein. Et puis, comme tu le disais, Dominique, on est aussi limité par les délais, tout simplement. Je vais dire, si on a une fiche négative qui arrive pendant qu'on est en train de traiter l'exercice 2025, bien sûr, on va en tenir compte. Mais si on arrive on est en train de traiter l'exercice 2025 et on voit que la fiche concerne un exercice 2022, par exemple, ben là, en fait, on n'a pas, matériellement, légalement, on n'a pas la possibilité de le faire de nous-mêmes. Donc, c'est aussi une question de délai. Et tout ça, ben, l'ordinateur ne peut pas le gérer, quoi. Il ne peut pas savoir tout ça. Et n'oubliez pas que cette rectification, elle émane du débiteur de revenus. Nous, on n'est pas partie prenante, on n'est pas concerné au départ par cette régularisation. Enfin, je comprends que vous ne soyez pas très satisfait de ma réponse, je comprends la frustration, mais effectivement, c'est un peu lourd, mais il faut effectivement inviter la personne à introduire une réclamation. On traite ça très couramment. Oui, mais je ne comprends pas dans l'hypothèse où, par exemple, pour les revenus de 2024, il a d'une part une fiche, par exemple, de chômage et qui est émise par la CAPAC et il a une fiche négative qui est émise par l'ONEM. Donc, c'est la même année pour moi. Et donc, oui, si je peux me permettre, si vous parlez de la même année de revenu 2024, alors vous êtes en droit de le déduire directement. Oui, mais sur je comprends. le MyMinFin, la déduction n'apparaît pas. Ok, je comprends. Donc, vous parlez de la même année de revenus. Exactement. Donc, ça doit effectivement être corrigé par vous. Oui. Mais ça ne se fait pas automatiquement. Malheureusement, à l'heure actuelle, ça ne se fait pas automatiquement. Oui, mais donc, c'est quand même, comment dirais-je, dommageable pour les contribuables se trouvant dans une telle situation. Je comprends bien. Je comprends. Malheureusement, on ne sait rien faire. On ne pourrait pas donc, vous je donner propose d'autres. Peut-être qu'on passe à la question de Stéphanie. C'est Stéphanie, je pense. On va noter, on va remonter. Hein, c'est indépendamment remonter, de notre compétence, mais on peut remonter la plainte. Ok, merci. De rien. Stéphanie. Ah, on ne t'entend pas par contre. Ah non, on n'entend toujours pas. Non, toujours pas. Le micro. Ah. Est-ce que le micro est allumé? On n'entend toujours pas. On n'entend rien du tout. Alors, on m'entend là? Ah oui, est. oui. Ça y est, c'était pas le bon micro qui a été mis. Pardon. Ça nous arrive aussi. Merci pour ces informations. J'ai juste une petite question parce que je ne suis pas sûre d'avoir bien compris quand vous parliez des emprunts hypothécaires. Vous disiez que ce serait encore déclarable cette année, que ça pourrait être mis en question l'année prochaine. Oui. Qu'en est-il en fait des emprunts hypothécaires qui ont été contractés il y a une vingtaine d'années, qui ont été rachetés avant 2015? Ça reste jusqu'à la fin du crédit, donc il resterait moins de 10 ans. Et on va terminer. Oui, bien sûr, c'est pour les nouveaux crédits. Hein.
c'est pour les nouveaux crédits. Donc, ceux qui commencent à Oui, partir du 1er janvier 2025 pour l'habitation propre, il n'y aura plus de déduction possible. Mais ceux qui ont commencé, évidemment, par le passé, évidemment, ils vont jusqu'à la fin du d'accord, crédit, hein. Oui, ça reste. d'accord, C'est juste pour ok. les nouveaux crédits. Et alors, du coup, au niveau de Taxonweb, on n'en a pas beaucoup parlé parce que vu que ce sont des crédits qui sont déjà préexistants, logiquement, ce sera peut-être, ça doit être pré-rempli sauf quelques cas, c'est pré-rempli dans Taxonweb. Mais c'est pour les nouveaux crédits qui, là, ne sont pas pré-remplis. Mais il faut savoir que donc pour l'habitation qui n'est pas l'habitation propre, il n'y a plus rien déjà cette année. Et à Oui. partir de l'année prochaine, ce sera la même chose pour l'habitation propre. Et les plafonds vont encore monter parce qu'ils ont changé, je sais, les dernières années. Mais on sait on sait dire le plafond, trouver le plafond dans les informations à déclarer chaque année. Oui, oui, oui. Et de toute Ouais. façon, si c'est pour l'habitation propre, donc si c'est, vous me dites 2015, donc c'est bonus logement, le plafond n'a plus augmenté. Si c'est plus tard un chèque, ce qu'on a appelé chèque habitat, Non. quelque part, on ne se tracasse pas du plafond parce qu'on doit simplement mettre le montant qu'on a payé. Mais quoi qu'il en soit, dans Taxonweb, vous avez des aides et si vous dépassez le plafond, notamment avec le bonus logement, donc pour l'emprunt dont vous parliez, Taxonweb va vous le dire. D'accord, ok. Oui, de toute façon, si j'ai bien compris, ce cas-là dépassait le plafond et donc on ne devait même pas indiquer l'assurance sur le restant dû parce que ça Voilà, dépassait c'est ça. déjà le plafond en fait. Exactement. Et c'est ça qui est Ok, quand même bien fait avec Taxonweb, c'est que vous avez le petit module où je vous ai montré quelques petits copies d'écran, comme ça vous savez exactement où vous devez aller. Et puis en plus, si vous mettez des montants quand il y a une limite spécifique, si vous dépassez cette limite, Taxonweb va vous le dire. ok, ça Et va, va vous dire parfait. à quelle limite vous devez vous limiter, justement. Et alors, par rapport aux biens qui ne sont pas habités par le contribuable, mais mis en location, euh, j'ai été étonnée qu'un senior vienne et n'ait pas ce bien à déclarer. Il ne se trouvait pas dans sa PDS. Maintenant, est-ce que ça pourrait s'expliquer par le fait qu'ils étaient héritiers de ce bien à deux et que ça pourrait être le frère en question qui doivent le déclarer? Enfin, là, Non, j'étais normalement, c'est très 50. étonnée. Si c'est Ça une dépend succession, ils doivent l'avoir 50-50. mais ça D'accord, parce que je dépend me disais, c'est... ça dépend s'il est nu propriétaire, s'il a hérité. Ah oui, Si lui n'est que nu propriétaire, il ne le déclare pas. oui. S'il a Normalement, non, ils sont hérité hérités en tant que de la frère et pleine frère. propriété, ok, donc peut-être ça dépend de la date de l'acte, parce que si Ah oui. c'est une mise à jour qui se fait au niveau des données de l'enregistrement et du cadastre. Donc, si ça s'est fait tardivement fin 2024, peut-être qu'il y a un D'accord. problème de mise à jour des données, ça c'est possible aussi, et que l'enregistrement n'ait pas fait les mutations à temps pour une. Mais sinon, normalement, ça doit être repris dans un titre de propriété, chacun pour sa part de propriété. Mais Mais il ne faut pas oublier que le maintenant, dans MyMinFin, faut pas oublier que Mm. le pré-remplissage en Taxonweb ne se fait que si ça a déjà été pré-rempli. Donc, si c'est la première année en 2024, Aussi, oui. ce sera peut-être la première fois que vous devrez vous-même le déclarer. Voilà. Il faut non, c'est voir. pas la Peut-être qu'il y a première parfois fois. Et ce des. qui m'étonne, c'est Ouais. qu'on doit compléter les baux de location dans MyMinFin maintenant que MyRent a été raccroché, si j'ai bien compris. Non, Mais non, non, il y non, a pas il y a attention. pas de lien. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il n'y Ah, a pas il y a pas de lien entre les deux. d'accord. Je pensais que du coup, comme le propriétaire et le locataire devaient compléter ces informations-là, c'était automatiquement repris dans la PDS. Mais Non, non, ok, non, belle Non, non, non. Et précision. il n'y a attention, pas de lien. cette obligation d'annexe, vous ne parlez pas des annexes de la déclaration dont j'ai parlé, vous parlez de l'obligation d'enregistrer le bail. Hein. Oui. Ok, parfait. Deux choses différentes, ça va. Et donc, mais Donc, comme c'était dans la même plateforme, je pensais que c'était lié pour la PDS du non, coup, que le non, Malheureusement, non. cadastre est repris. Ok, non, d'accord. Donc non. c'est dans la même plateforme, mais totalement Ouais, distinct l'un de l'autre. oui, Voilà. Oh, oui. c'est dommage. Pour Du certaines coup, choses. Mais en qu'est-ce que fait, risquerait le propriétaire en ne parce déclarant pas par erreur, du coup? qu'on Une lui envoie rectification. On lui qu'on envoie lui, un avis de lui envoie une rectification. demande de renseignement. Oui. Ok, ok, Simple. d'accord. C'est Il ne faut parfait. pas oublier que Merci. le MyRent, c'est un service, ça fait partie du département gestion des données, tandis que nous, on est dans l'administration fiscale.
Et donc, il y a des accords entre nos différents départements. On ne peut pas puiser toutes les informations n'importe comment. Et donc, on a des contrôles aussi entre administrations pour ne pas accéder à une donnée inutile. Donc, il y a des liens, mais uniquement dans le cadre, pour nous, Sur à la certains fiscalité, points. de Oui. contrôle sur certains points. Donc, il n'y a Et pas dans des des cas bien précis. Ouais. automatismes. Oui. Ok, bah, je vais lui signaler et qu'il puisse vérifier ces informations-là. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Au revoir. Merci à vous. Merci à vous. Il semblerait qu'on ait fait le tour des mains levées dans le webinaire. On a aussi dépassé déjà de quelques minutes l'heure, mais c'est important de prendre le temps de répondre à vos questions et je suis très reconnaissant que Dominique et Aurore, et par extension les SPF Finance et l'équipe Minfin derrière, parce qu'elles ne sont pas que deux à avoir préparé ce webinaire, il y a toute une équipe derrière aussi. On fait la même chose en néerlandais cet après-midi d'ailleurs. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre aux questions, de tout expliquer, de mettre tout ça aussi au propre dans une présentation. Je rappelle, la présentation qu'on envoie, il y a tous les liens qui sont cliquables. Ça va vous aider aussi à vous approprier le contenu. Un grand merci à toutes et tous d'avoir participé à ce webinaire pour les échanges qui étaient riches et nombreux dans le chat. Voilà, et j'espère vous voir pour de prochains webinaires et je vous souhaite une très belle journée. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir tout le Bonne monde. journée à tous. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir à tous. Merci pour vos questions. Au revoir.